c'est vrai que à un moment, j'ai fait mes études en France et j'ai travaillé dans les médias parce que c'était une période intéressante pour moi et parce que j'ai beaucoup des amis français, j'ai une partie de famille en France. Vous les avez gardés, ces amis? Pourquoi vous me posez une question comme si vous parlez avec un ours blanc au pôle Nord? Le 21 février 2023, le plateau de BFM TV s'est transformé en véritable arène politique. Ce soir-là, les projecteurs ne sont pas braqués sur un simple invité, mais sur l'un des visages les plus assumés du pouvoir russe, Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma d'État. En pleine guerre en Ukraine, alors que les tensions entre Moscou et les capitales occidentales atteignent un niveau rarement vu depuis des décennies, sa présence sur une grande chaîne française suscite immédiatement curiosité, polémique et inquiétude. Dès les premières minutes de l'émission 90 minutes, le ton est donné. Les journalistes questionnent, confrontent, relancent. Les sujets sensibles s'enchaînent. Les sanctions économiques contre la Russie, l'isolement diplomatique, les pertes humaines, les accusations de crimes de guerre, le rôle de l'OTAN. L'atmosphère est électrique. Mais loin de se montrer sur la défensive, Tolstoï adopte une posture offensive. Il ne cherche pas à arrondir les angles. Il ne nuance pas. Il assume. Selon lui, la Russie n'est pas l'agresseur, mais le pays qui défend ses intérêts stratégiques face à ce qu'il considère comme une provocation occidentale. Il accuse directement les États-Unis et les pays européens d'avoir contribué à l'escalade. Il dénonce les livraisons d'armes à l'Ukraine. Et surtout, il martèle une phrase qui va marquer les esprits. La victoire de la Russie serait, selon lui, inévitable. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement le contenu de ses propos, mais la manière. Regard fixe, ton maîtrisé, discours structuré. Il ne hausse pas la voix, mais chaque réponse est ferme. Chaque mot semble peser. Face aux tentatives de contradiction, il tient sa ligne. Ce face-à-face tendu donne lieu à des moments de silence lourds de sens, à des échanges vifs, presque glacials. On sent que ce n'est pas simplement une interview, c'est un affrontement idéologique en direct. Pourquoi cette séquence a-t-elle autant marqué les téléspectateurs? Parce qu'elle met en lumière la profondeur du fossé entre deux visions du monde. D'un côté, une lecture occidentale du conflit, centrée sur la souveraineté ukrainienne et la condamnation de l'invasion. De l'autre, un discours russe qui revendique une logique géopolitique de puissance et de sécurité. En quelques minutes, le plateau de télévision devient le reflet d'un choc de narratif. Mais au-delà de la confrontation, cette intervention soulève une question plus large. Sommes-nous face à une simple opération de communication destinée au public international ou à une démonstration assumée de fermeté politique? En venant sur une chaîne française, Tolstoï savait que ses propos seraient scrutés, analysés, critiqués. Pourtant, il n'a pas cherché à séduire. Il a choisi de défendre sans détour la position de Moscou. Qu'on soit d'accord ou non avec ses déclarations, une chose est certaine, cette interview n'a laissé personne indifférent. Elle illustre la bataille des récits qui se joue autant sur les champs diplomatiques que sur les plateaux de télévision. Bonsoir Piotr Tolstoï. Ce n'est pourtant pas du tout ce que dit la France. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté des propos d'Emmanuel Macron qui veut la défaite de la Russie sans l'écraser. C'est ce qu'il a précisé ces dernières heures. Pour lui, ça ne se terminera pas militairement. Est-ce que vous pensez la même chose? Non, pas du tout, parce que je ne crois pas que les espoirs de l'Occident sur la défaite sont réalistes. En fait, ça a été répété aujourd'hui par le président américain en Pologne, que la défaite de la Russie est inévitable. Moi, je pense le contraire. Je pense que la victoire de la Russie en Ukraine est inévitable et que aujourd'hui l'Occident a fait une erreur grave en amenant en Ukraine des nouveaux armes pour en fait prolonger ce conflit. Poutine a dit qu'une chose, à mon avis, très importante, plus les armes de on apporte en Ukraine, plus loin on ira pour assurer notre sécurité. Donc, moi, je ne crois pas du tout de la défaite. Et M. Macron qui dit qu'il faut communiquer avec la Russie, il rend simplement compte que la Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe. Et sans communiquer avec la Russie, sans assurer
la sécurité qui doit être indivisible, comme aujourd'hui a souligné Poutine, on pourrait plus cohabiter sur ce continent. Donc, tôt ou tard, on va discuter ça. Peut-être après Piotr Tolstoï, la Russie. vous venez de dire plus des armes de longue portée seront livrées à l'Ukraine, plus loin nous irons. Ça veut dire quoi? Vous voulez dire quoi? C'est la citation directe de notre président qui aujourd'hui a dit cette phrase. J'ai dit ça d'ailleurs il y a quelques semaines. Cela veut dire que plus vous donnez des armes aux Ukrainiens, là les chars, après les avions, après les systèmes artillerie, donc plus loin, on devrait aller sur le territoire ukrainien pour assurer notre sécurité. À partir de quand la fin de la guerre pourra-t-elle s'imposer? À partir de la dénification et démilitarisation de l'Ukraine. Quand le pouvoir ukrainien envahir toute reconnaît... C'est une victoire militaire forcément? Cela veut dire que l'Ukraine devient un pays neutre et jamais ne va envisager l'entrée à l'OTAN. Mais j'essaie quand même toujours de comprendre cette expression sur plus vous continuez à livrer des armes de longue portée à l'Ukraine, plus loin nous irons. Ça veut dire quoi? Vous pensez vraiment être en guerre contre nous? Vous êtes en guerre contre les Occidentaux? Mais non, c'est pas nous. C'est vous qui êtes en guerre contre la Russie. C'est vous qui avez installé 12 000 sanctions contre mon pays. C'est vous qui menez une guerre économique contre la Russie. Et c'est vous qui soutenez aujourd'hui les Ukrainiens avec l'armement, au lieu de leur donner la possibilité de négocier avec les Russes. L'Occident, aujourd'hui, il met de l'huile dans le feu. Et il continue de le mettre, d'après les récents slogans de M. Biden, qu'on va gagner sur le champ de bataille. Vous pouvez jamais gagner sur le champ de bataille contre la Russie. L'histoire s'est déjà prouvé à 1812 et à 1945. Ça fait réagir Elsa Vidal. Oui. Plus précisément, ça me fait rire en fait parce que la Russie a été le premier pays occidental à perdre contre un pays asiatique. Ça a même entraîné un changement de régime. Donc des défaites de la Russie, il y en a eu. Des invasions successives et couronnées de succès de la Russie, il n'y en a pas eu. Mais personne ne parle de vous envahir. Moi, j'ai une question. Le président russe a parlé essentiellement de l'Occident et finalement de la décadence de l'Occident dans son discours, présentant la Russie comme un pôle de résistance à cette décadence. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous avez envoyé votre fille faire des études à Yale et pourquoi elle a dit que le Vyshka, donc l'école supérieure d'économie ou l'école de journalisme russe, c'était vraiment pas très bien, que Yale c'était super et vous avez cru bon de devoir la défendre et de défendre son patriotisme en 2017. Écoutez, d'abord, ma fille n'a jamais fait les études aux États-Unis. Elle a passé là-bas pour 2 semaines et c'est vrai qu'elle a été impressionnée par le système américain, par l'université, par l'atmosphère, etc. Mais il a terminé son université ici à Moscou et donc il a choisi cette université. Évidemment, c'était pas Vyshka parce que Vyshka, c'est une université connue par ces visions libérales et néocoloniales qui existaient en Russie après la fin de la guerre froide, les derniers temps, et qui n'existeront plus. Et vous expliquez comment le fait que la plupart des héritiers des personnes qui dirigent la Russie aujourd'hui ont étudié, parfois travaillent, se sont mariés, ont eu des nationalités autres que la Russie. Moi, j'ai du mal à rendre ça compatible avec le patriotisme qui est attendu des élites. Et en fait, j'aimerais savoir aussi si vous avez un exemple à me citer de personnalités étrangères qui soient venues mettre ses enfants à l'école en Russie, étant donné l'attractivité que représente la Russie comme pôle de défense de la civilisation occidentale. Écoutez, Elsa, ça c'est une question. Moi, je suis pas au tribunal pour répondre qui a quelle nationalité. Nous vivons dans le monde ouvert et les citoyens russes ont déjà beaucoup voyagé. Ils ont pu choisir les universités pour ces enfants, mais ces enfants, ils rentrent en Russie, utilisent l'expérience qu'ils ont reçue en Occident pour le bien de la Russie. Ça, c'est la première chose. Donc cette expérience a servi à quelque chose. Vous êtes en train de le dire, vous venez de le dire. Cette expérience a servi à quelque chose.
si vous pouvez écouter, c'est ce que je dis, je serai reconnaissant. Et vous parlez très bien français d'ailleurs. La deuxième chose, Elsa, c'est que beaucoup des Français, beaucoup des Occidentaux, notamment beaucoup des citoyens des États-Unis, aujourd'hui, arrivent en Russie pour sauver leurs enfants de l'éducation qui aujourd'hui domine en Occident. L'éducation de valeurs LGBT, de favorisation des pervers, etc. Ça, Elle rappelle aussi que la guerre en Ukraine ne se limite pas au combat sur le terrain, mais s'étend à l'opinion publique, aux médias, à l'influence. Alors, stratégie médiatique calculée? Coup de pression politique? Ou simple affirmation d'une ligne dure assumée devant un public occidental? Une chose est sûre, ce moment restera comme l'une des séquences les plus marquantes du traitement médiatique du conflit en France. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons analyser en détail les enjeux cachés derrière cette apparition, les réactions qu'elle a provoquées et ce qu'elle révèle réellement sur l'état des relations entre la Russie et l'Occident. Et surtout, dis-moi en commentaire, selon toi, cette intervention était-elle un acte de courage politique ou une démonstration de force destinée à marquer les esprits?